par le CNRS. Donc on a le grand plaisir d'écouter Dominique qui va nous parler de Moranda citrifolia. Voilà. Et des Merci. Oui, alors pour le Nobel, j'ai pas beaucoup d'espoir. Déjà, la médaille d'argent du CNRS, pour une femme et pour une discipline émergente, c'était une surprise, une bonne surprise. Voilà. Alors, où est-ce qu'on est ici, à votre avis? On est carrément au bout du monde. C'est-à-dire, on est au bout du monde au carré. Parce qu'on est, si j'arrive à... Ah oui, il faut que je le branche. Voilà. Parce qu'on est, d'une part, on est à l'autre bout du monde en Nouvelle-Calédonie. Et on est en Nouvelle-Calédonie, Voilà, je vais apprendre à manœuvrer. On est donc dans le sud-est de la Grande Île, dans ce qui s'appelle la côte oubliée, parce qu'il n'y a pas de route. On a oublié de donner accès à chez eux, aux gens qui habitent dans cette région. La carte est fausse. On est à Petit-Borandi, et Petit-Borandi, c'est plutôt par là que là. Donc, mais comme c'est loin, que c'est à l'autre bout du monde, on va faire un très grand voyage avant d'y arriver. Et on va faire un voyage à la fois dans le temps, parce que je suis historienne et archéologue, et dans l'espace, parce qu'il y a des plantes qui donnent des couleurs et des colorants dans le monde entier. Je pense que comme vous êtes plutôt intéressé par la botanique, il était utile de faire une brève introduction justement historique, et pour défaire aussi des idées toutes faites. On n'a plus communément l'habitude de rencontrer des gens habillés avec des teintures naturelles. C'est pour ça que je me suis un peu déguisée aujourd'hui. Mais il faut aussi ne pas penser qu'avant l'invention des colorants synthétiques dont nous sommes tous vêtus et qui colorent notre environnement à l'heure actuelle, qu'avant ça, on était dans les couleurs pastel, les grisâtres, les beigeâtres, les teintes qui passaient, qui étaient tristes. C'était un monde très très coloré, et cela dans toutes les civilisations du monde entier. Donc là, je vous ai fait un petit tour du monde rapide. Et puis, depuis la nuit des temps, puisqu'en tant qu'archéologue spécialiste de l'étude des textiles, quand les conditions dans une fouille sont propices à la conservation des restes organiques, c'est-à-dire des os, des cheveux, des tissus, on fait souvent appel à moi, surtout si c'est une mission française à l'étranger, comme c'est le cas. Et j'ai travaillé aussi sur des tissus carrément préhistoriques, néolithiques. On s'aperçoit que les gens ils savaient déjà comment se nourrir, ils avaient déjà découvert les plantes alimentaires, ils avaient déjà découvert des plantes médicinales, des plantes qui les aidaient à construire leurs habitats, mais ils avaient aussi découvert comment décorer leur visage, leur peau et leur textile. Et donc, une des grandes émotions, on a parlé d'émotions ce matin, une de mes grandes émotions récemment, c'était de me retrouver face à ces textiles de l'âge du bronze dans des fouilles au Xinjiang, qui est lui aussi un petit peu à l'autre bout du monde, mais on se rapproche de la Nouvelle-Calédonie. C'est donc le nord-ouest de la Chine, d'environnement à la fois très très inhumain, enfin très dur, mais aussi très propice à la conservation des restes. Donc le désert du Taklamakan, c'est à la fois la sécheresse et le froid qui garde tous ces magnifiques textiles. Et donc, comme vous le voyez, des rouges extraordinaires encore utilisés avec une certaine parcimonie en rayures, en petits cordons, sur un fond qui est déjà... Il y a alors la laine du mouton, le mouton mouflon, à peine évolué en mouton, a encore très souvent une toison pigmentée, naturellement pigmentée, donc ce brun, ces brunâtres, c'est naturel, hein. Mais pour pouvoir avoir des couleurs vives comme ce rouge ou ce jaune, il faut faire ça sur un fond blanc clair. Donc ils ont déjà évolué, réussi à élever le bouton pour arriver à une toison blanche.
Donc on est 2000 ans avant notre ère et on est déjà en pleine civilisation. Ce sont des sites de l'Orient. C'est le plus loin que les civilisations indo-européennes soient allées géographiquement. Voilà ce que je fais. Alors dans ce cas-là, je me dis, mais d'où il vient ce rouge? Avec quoi est-ce qu'ils ont fait ça? Et c'est là qu'on commence, comme vous, à aller chercher sur le terrain des plantes. Et il faut avoir une certaine expérience, avoir beaucoup lu et beaucoup voyagé aussi pour se dire, bon, qu'est-ce qu'ils ont. Alors après, on demande aux gens du pays aussi, à nos collègues, des fouilles archéologiques. Et comme c'est souvent, enfin, on est vers la fin, on va en reparler, des gens qui se souviennent de ces usages des plantes pour colorer. Mais là, on a la chance que ce monsieur, là, Tutsi, m'a tout de suite dit, oui, alors ça pourrait être la garance, qui s'appelle évidemment pas comme ça en ouïghour. On est allé au bord d'un petit canal d'irrigation, on a récolté. Je cultive encore cette plante dans mon jardin, j'habite en Cévennes. Et c'est pas ça, c'est pas exactement ça. On va y revenir, mais là, on travaille forcément donc avec des botanistes pour l'identification des espèces. On travaille forcément avec des chimistes parce que c'est d'après les analyses des colorants qu'on va décrocher des tissus archéologiques et on va comparer ces résultats avec ceux qu'on obtient en faisant des teintures avec des plantes connues. C'est comme ça qu'on peut espérer avoir des réponses à nos questions. Alors la piste actuelle, ce serait plutôt de penser que ces civilisations étaient transhumantes et donc ce n'étaient pas forcément les plantes qui trouvaient immédiatement aux abords des sites qu'ils teignaient et qui trouvaient leurs ressources, mais également dans les montagnes plus au sud, puisqu'ils habitent pas très loin des Kunlun, qui sont une chaîne parallèle à l'Himalaya, plus au nord du plateau tibétain. Donc on est allé dans les Kunlun. J'ai pas de photo de ça, on est reparti très très vite avant d'être emporté par des inondations. Et donc j'envisage d'aller retrouver cette plante, la Rubia tibetica, donc une autre garance, dès que je pourrai, donc dans l'Himalaya, au nord de l'Inde, où les expéditions sont plus faciles à organiser qu'en Chine, où on a beau être la mission archéologique franco-chinoise, on nous met pas mal de bâtons dans les roues. Alors, pour continuer notre tour du monde, donc, chaque civilisation, chaque continent a eu ses ressources. Vous connaissez tous les indigos d'Afrique qui sont maintenant synthétiques, mais on a des tissus anciens de ces civilisations africaines avec une plante à indigo qu'ils ont su maîtriser. C'est une teinture très compliquée, mais qui est maîtrisée très tôt, dès les premiers signes que nous trouvons. Ils savaient aussi teindre en rouge avec des bois tinctoriaux, extraits de ces grands arbres de la forêt primaire que nous avons vus l'autre jour. Les civilisations précolombiennes avaient leurs plantes et leurs insectes avec ces couleurs magnifiques. On ne peut pas dire non plus que c'était des teintures naturelles fugaces, puisqu'on a là affaire à des tissus qui ont entre 4000 et 1000 ans d'âge. Et puis des civilisations aussi dont on ne pense pas qu'elles ont donné tellement d'importance au textile, comme les civilisations qui vivent dans des climats cléments, où on n'a pas besoin de s'habiller pour se réchauffer comme aujourd'hui, mais où les textiles, comme partout ailleurs dans le monde, ont toujours eu une importance non seulement pratique, mais aussi symbolique, et d'importance pour marquer le statut social, la place de quelqu'un dans la société. Donc même en Océanie, on n'a pas vraiment besoin de s'habiller. Il y avait ce rôle des tapas, les étoffes d'écorce battue, pré-tissage, et qui étaient très souvent, dans toutes les îles, on retrouve l'utilisation de plantes, sinon la même espèce, du moins du même genre, et en tout cas de la même composition chimique ou une composition voisine. Et donc là, de nouveau, pour le Vanuatu, qui vient d'être tellement éprouvé, on a eu une recherche très importante au Vanuatu pour arriver à identifier la source de ces couleurs violacées que vous voyez sur les pagnes de cérémonie et sur les étoles des femmes. Une qualité de décor et de couleurs qui était déjà remarquée par Bougainville,
qui l'a signalé et qui l'a comparé à l'écarlate des civilisations européennes. Et donc il s'agissait de savoir, en fait, ce violet vient de la racine de cette liane Ventilago, une famille chimique très intéressante aussi. Il faut savoir aussi que certaines sources de couleurs ont marqué des époques et des civilisations entières, comme la pourpre tirée de Murex pour l'Antiquité, notre Antiquité méditerranéenne, comme les insectes à teinture rouge, Kermès méditerranéen, à nos voisins avec Francis, et les Porphyrophora qui sont eux plus Eurasie. Et que les teintures ne sont pas uniquement appliquées au textile et que bien souvent elles subsistent encore maintenant à cause de leurs applications en tant que colorant de la peau et maintenant cosmétiques. Vous en voyez des exemples, qu'elles servent aussi à faire des peintures. Il y a un peintre dans cette assistance qui sera content de voir ces exemples d'utilisation de... Alors, je vous ai montré là des pigments qui sont d'origine organique. C'est notre seul point commun avec la peinture, parce qu'en fait, il y a très peu de colorants organiques qui sont utilisés en peinture. Ce sont plutôt des colorants minéraux. Et les colorants minéraux, eux, ne peuvent pas être utilisés en textile parce qu'ils sont insolubles et que la teinture, c'est plonger une fibre dans un milieu liquide et imbiber, faire entrer le colorant dans ce véhicule liquide jusqu'au cœur des fibres, entre les fibres et dans les fibres. La teinture, c'est une modification complète du support. C'est pour ça que c'est si solide. Il y a aussi la survivance des colorants naturels en tant que force. Et ça, ce sont les civilisations asiatiques qui l'ont gardé le plus fortement et avec de la manière la plus explicite. Pour un Japonais qui voit ce... pardon, je confonds toujours. Voilà. Qui voit ce kimono, la force de ces rouges, ce sont souvent, il y a 80% de plantes tinctoriales qui ont des propriétés médicinales importantes. Donc il y a un croisement. Et au Japon, en Chine, en Corée, on était parfaitement conscient de ça. Et donc il y avait une espèce de force qu'on sentait dans la plante qui expliquait son pouvoir médicinal et qui s'exprimait par cette couleur qu'on voyait. Donc il y a un lien très fort. C'est aussi connu, senti et exprimé par les civilisations africaines dans l'art du basilan et du bogolan qui est encore très à la mode maintenant et qui a permis la survie d'une partie de ces savoirs. Très complexe du point de vue chimique. Alors voilà, nous, Européens, ce que nous avons apporté à l'histoire de l'humanité, c'est la marche vers l'industrialisation, avec les bons et les mauvais côtés. Et donc cette standardisation de la production, du traitement, ce contrôle de qualité, et puis cette standardisation des résultats qui font la fiabilité des processus industriels et qui ont mené aux recherches sur les plantes à colorants qui ont abouti à l'invention des colorants synthétiques. Ça a commencé par une recherche justement du principe colorant de chaque plante, le principe principal, son isolation. Au début c'est les chimistes français, Lavoisier, Chevreul, Berthollet, qui ont eu une action majeure dans ce progrès, qui a donné les progrès de la chimie organique, qui a donné la mauvéine. Alors, dans l'histoire de la teinture, on ne parle pas en termes notre ère chrétienne, ère musulmane ou quoi que ce soit. En fait, il y a avant et après l'invention du premier colorant synthétique. Donc, le démarrage, c'est 1856. Ça fait presque, plus d'un siècle et demi d'oubli. L'oubli des colorants naturels a été majeur. L'abandon des recherches dans ce domaine a été radical et rapide. Les productions, tout le monde le sait, se sont écroulées, notamment en Europe, Pastel, Garance, etc. Une espèce de catastrophe qui n'en était pas une, parce qu'en fait, on a eu les couleurs bon marché, il y a une espèce
d'enthousiasme de l'être humain qui est capable de créer sa couleur, de colorer son environnement à un coût qui rend ces couleurs accessibles à tout le monde. Il y a tout le beau côté de ces colorants synthétiques. Le mauvais côté, on est très sensibilisé à l'heure actuelle, c'est toute la pollution qu'engendre cette production et surtout l'utilisation de ces colorants synthétiques. Donc nous sommes à un tournant important du point de vue historique, philosophique, et c'est pour cela que toute cette recherche sur les colorants est complètement en phase avec toute la réflexion sur l'environnement, une économie durable, l'émergence d'une économie verte. On est en plein dans cette réflexion, mais je suis là pour qu'on n'oublie pas que les colorants font partie de cette dynamique. Alors, si on revient donc dans cette perspective d'économie verte, la grande différence, on en a déjà parlé hier à propos des plantes médicinales, c'est qu'on n'est pas du tout dans le même degré de complexité. Une plante, alors on arrive évidemment à Morinda. On retrouve aussi des choses qui ont été dites par mes amis et collègues, c'est-à-dire la nécessité de savoir de quoi on parle. Parce que vous voyez, pour cette plante que j'ai choisie, elle est emblématique parce qu'elle voyage. Pourquoi elle voyage? Parce que son fruit est très léger, il flotte, et la graine a la propriété de se garder très longtemps. Elle survit à 6 semaines ou 6 mois, je ne sais plus exactement, très longtemps, dans l'eau salée. Donc ça a permis à cette plante de franchir les océans. Et on va le voir bientôt. Je l'ai choisie aussi parce que toutes les parties de la plante, comme le dattier dont on vient d'entendre parler, toutes les parties de la plante sont utiles. Les feuilles sont de très riches sources de vitamine A. Elles sont consommées comme légumes dans beaucoup de pays. Donc l'arbuste ou l'arbre a voyagé, on le retrouve maintenant, on va voir, sur une très très grande aire géographique. L'écorce est très utile du point de vue médicinal et un peu colorante. Et l'écorce de sa racine, c'est ça qui nous importe, est très riche comme colorant. Mais, alors le voilà, il peut prendre donc la forme de ces petits arbres en bordure de la plage, à petits borandis. Il est tellement utile que ça fait partie des arbres qui sont plantés en verger, en jardin, dans toute l'Asie du Sud-Est et en Inde. Il peut devenir un grand arbre où il reste un petit buisson. Et vous voyez là donc les fleurs qui forment ensuite des syncarpes, un fruit qui est... C'est pour ça qu'on l'a appelé aussi mûrier d'Inde, parce qu'il ressemble à une grosse mûre si on veut. Alors on se demandait d'où il venait. Alors il y a des légendes comme les civilisations du sud-est de l'Asie qui l'amènent avec eux dans leurs pirogues. Mais en fait, la phylogénétique, les études récentes, en particulier par l'équipe de Sylvain Raza-Fillement d'Imbisson et ses collègues en Suède, ont montré qu'il fallait un peu réviser notre idée. En fait, l'idée, c'était que ça arrivait en Micronésie avec les colonisateurs humains. Mais en fait, il semblerait que le noyau dur de l'ancêtre de Morinda citrifolia, du nono, il vient de Micronésie. Et en fait, c'est les hommes qui l'ont trouvé là-bas. Après, il a pu se diffuser dans différents sens. À l'heure actuelle, par cette influence de l'homme, il est arrivé jusqu'en Afrique australe, et il est aussi assez répandu maintenant, aussi bien en Amérique du Sud que dans les Antilles. Mais son noyau historique, et là où on va le retrouver utilisé en teinture, c'est quand même cette espèce de centre, le Pacifique, tout autour du Pacifique. La chimie est très complexe. Donc c'est l'écorce de la racine, cette partie-là, qui teint en rouge, mais donc les colorants dans une plante tinctoriale, il y en a beaucoup. Là, j'ai pu caser que ceux-là, mais en fait, il y en a 15 importants et d'autres. Les produits colorants, de par leur structure, alors là, ce sont tous des anthraquidones, mais il y a des aglycones, donc la forme libre, ou le plus souvent et le plus nombreux,
sont sous forme de glycosides. Et donc ça donne à chaque fois des nuances différentes. Donc quand on voit un rouge de nono, le voilà ici, sur coton, ou sur ma robe, en fait c'est la résultante de toutes ces différentes nuances de rouge. Et c'est très complexe. C'est pour ça qu'une teinture naturelle c'est assez compliqué de la reproduire complètement. Mais c'est possible, et c'est aussi ce qui nous permet de les identifier sur les tissus anciens. C'est par les proportions, parce qu'on parle en travail, j'ai pas fait de diapo méthodologique, mais on a les mêmes techniques que les collègues qui vous ont parlé, comme Bruno David, de l'analyse des plantes médicinales, donc chromatographie, identification par d'autres méthodes. Et donc, c'est la proportion et l'identité des colorants et leur proportion qui nous permettent de dire que c'est avec cette espèce-là et non avec une voisine. Dans tous les pays qui sont nombreux, où le morinda est utilisé en teinture, pour l'écorce de sarrasine toujours, on a des exemples anciens, relativement anciens, étant donné les milieux naturels en Inde. Le climat est tellement humide et chaud qu'il y a très peu de textiles. C'est vraiment des hasards presque miraculeux qui permettent la conservation des textiles. Donc là, vous avez des exemples anciens d'utilisation. Tous ces rouges sont du morinda. Et on le sait donc par la prépondérance de cette molécule, le morinda, à l'analyse, dans les résultats d'analyse. Donc, ces décors, parce que ça a favorisé l'émergence du rouge dans différents types de techniques. Là, il s'agit d'un batik très ancien. Donc, on commence par peindre les parties qui vont rester blanches avec soit de l'amidon, soit de la cire. Et après, on va plonger tout le tissu dans un bain de teinture. Donc, c'est réellement une teinture. C'est le décor qui est peint par réserve. Après, on va couvrir les parties qui doivent rester rouges pour qu'elles ne soient pas teintes. Et on va replonger dans un autre bain de teinture en bleu, dans de l'indigo. Donc, c'est très complexe, très raffiné, et c'est déjà très ancien. Là, c'est plus facile. On va juste couvrir les parties blanches avec de la cire ou de l'amidon et ensuite plonger dans le bain de teinture au morinda. Encore d'autres exemples qui sont parmi les plus anciens. Ashmolean Museum à Oxford. Et là, ce qu'il y a de magnifique, c'est pour ça que j'ai choisi cette plante, c'est qu'on a un dialogue entre ces tissus anciens qu'on retrouve et des gens qui pratiquent encore ces techniques. Et donc là, toutes les diapos que vous allez voir maintenant m'ont été données très généreusement. On est une communauté très, très amicale et très soudée, comme vous, botanistes, donc par Sudha Dhingra, qui a fait un travail d'anthropologie, elle, qui est absolument remarquable, donc dans l'état d'Orissa, qui s'appelle maintenant Odisha, depuis 2 ou 3 ans, au sud. C'était aussi pratiqué, cette teinture, dans un état plus à l'intérieur, le Chhattisgarh. C'est une région de l'Inde, donc, comme vous voyez, au sud-ouest du Bengale, et c'est là qu'on retrouve un problème qui n'a pas encore été évoqué parmi mes autres collègues, l'influence des événements politiques sur la disparition de certaines techniques des plantes, mais aussi du patrimoine culturel humain, puisque là on va beaucoup parler de gens. Donc c'est une région qui est ravagée ravagée, oui, ça dépend de quel point de vue on se place, par la guérilla maoïste naxalite. Et ce qu'on ne sait pas, parce que ça n'intéresse pas énormément les médias, c'est qu'en fait, ils sont de fait interdits. Il n'y a pas un policier, pas un gendarme, pas un soldat qui met les pieds dans ce territoire-là. Or, la technique que je vais vous montrer, elle est pratiquée par les aborigènes, par les Adivasi, les gens qui étaient là avant les Indiens dominants, disons, et notamment par la caste des Mirgana dans certains villages. Et j'en montre d'autres. Voilà, donc c'est des gens qui vivaient
qui essayent de vivre encore avec les produits de la forêt et qui en vivaient non seulement pour leurs propres ressources, mais qui faisaient l'intermédiaire en vendant ces produits de la forêt aux autres, aux Indiens, disons, normaux, des autres castes, et qui sont maintenant complètement coupés de leurs ressources parce qu'ils sont assez terrifiés par la guérilla. Donc il y en a beaucoup qui ont migré dans les centres, les grands villages qui sont presque des villes, et qui sont complètement coupés de leur approvisionnement, notamment dans cette teinture que nous allons voir maintenant. Voilà comment ils portent. Donc vous avez un de ces textiles ici qui m'a été donné. Et puis, donc, c'est leur vêtement normal, en pagne et en étole, en fait, des pagnes en haut, en bas, avec ce décor traditionnel. Les Corses, alors évidemment, ils essayent de planter des arbres, mais en fait, la tradition dans cette caste, c'est qu'on récolte l'écorce de racines de grands arbres, qui est déjà très épaisse, et on la fait sécher. Ça doit s'expliquer, parce que vous allez voir que ça diffère des autres exemples. Ça s'explique par le climat, je pense, qui est très très humide, et puis le fait que c'est dans des endroits relativement peu accessibles. Donc on a parlé hier aussi de la différence entre plantes sèches et plantes fraîches. Donc eux, ils ont opté pour utiliser les colorants de la plante sous leur forme sèche. Il reste une demi-heure. Une demi-heure, oui. Donc, comme c'est sur coton, le coton a très peu d'affinité avec ses colorants naturels, en particulier les anthracinones. Et donc, il y a c'est de là, de cette région-là, donc de ces gens qu'on considère comme primitifs, qui est venu un des procédés de préparation des fibres les plus raffinés et qui est ensuite allé vers l'ouest, ce qu'on a appelé le rouge turc, une fois qu'il a traversé tout cet grand espace, au rouge grec, enfin, et qui a été copié par les industriels du coton européen pour arriver à fixer la garance sur leur cotonnade, et ce qui a permis, disons, l'essor extraordinaire des cotonnades imprimées en Europe au XIXe siècle. Et c'est là qu'on voit les origines de cette préparation. Donc le coton qui est filé, produit et filé dans la région, est plongé dans de l'huile de ricin et de l'eau chaude, une espèce d'émulsion qui permet la pénétration du corps gras. Ensuite, il y a toujours on a parlé de massage hier à propos du Cambodge, il y a un contact physique avec la matière qui est très très important, vous allez voir dans les autres exemples aussi. On fait vraiment pénétrer les produits à l'intérieur, au sein de la fibre. Et donc là, il y a ce traitement très énergique. Ensuite, ce traitement à la bouse, alors c'est un peu symbolique aussi, on veut animaliser le coton parce que les fibres animales reçoivent beaucoup mieux les colorants naturels que les fibres végétales, et donc on essaye de faire pénétrer. Et ensuite, il y a aussi un traitement avec de la lessive de cendre. Alors beaucoup de gens sont trompés parce qu'ils pensent à l'alcalinité, mais en réalité, dans beaucoup de civilisations asiatiques, cette lessive, elle est effectivement alcaline, c'est du carbonate de potasse, mais ce qui est surtout important, c'est la plante qu'on réduit en cendre. Parce que quand on regarde ce que c'est très souvent des plantes accumulatrices d'aluminium. Donc en fait, il y a à la fois l'alcalinité, mais surtout l'alun, les sels d'aluminium, qui fonctionnent comme mordants et qui font un lien chimique entre la fibre et le colorant. Donc vous voyez cette préparation qui continue. Donc là, le coton est dans les conditions optimales. Voilà les plantes qui sont utilisées. Alors là, ce n'est pas la bonne espèce, mais il y a plusieurs espèces de Symplochos et de Myconia qui sont des plantes qui super accumulatrices d'aluminium et qui servent de mordant végétal. Quelquefois aussi, pas dans l'exemple que je vous montre, mais très souvent en Inde, on utilise cette plante. Alors, on croit toujours que les gens font ça un peu n'importe comment, mais en réalité, on s'aperçoit quand on analyse
ça du point de vue chimique, que ce sont des fleurs qui apportent elles-mêmes leur colorant et qui sont en plus aussi source de tanin, qui est aussi un autre type de mordançage. Donc c'est très très pertinent du point de vue chimique. Alors les échevaux sont au soleil, ils vont recevoir en 2 fois l'écorce de morinda, de la racine de morinda grattée, ou réduite en poudre en l'occurrence. Donc il y a cette espèce de contact prolongé au soleil de l'Inde, et puis aussi un pétrissage. Et le lendemain, voilà, on les pétrit, on les mélange bien. Et le lendemain, on refait bouillir, il y a très peu d'eau, et on fait bouillir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout d'eau. C'est une technique extrêmement éprouvée, et donc on obtient une teinture extrêmement solide, avec des nuances. On peut aussi mélanger avec de la boue ferrugineuse de marécage, et on obtient des tons plus violacés, comme vous voyez ici, à droite avec un mordant de fer, et à gauche simplement avec une plante à halin. Alors, après, ça fait, donc c'est la base des vêtements de cette tribu, qui la porte encore. C'est très émouvant pour nous, parce qu'en fait, il y a un côté vraiment semblable aux vêtements des Grecs et des Romains anciens, et c'est très beau de voir la manière dont les gens se drapent encore dans ces vêtements. Voilà. Et là, c'est tout le problème de l'acculturation dont on n'a pas encore parlé. Acculturation, ça veut dire quoi? On leur apporte nos fripes, nos t-shirts, nos vieux jeans, on détruit tout leur habillement. Vous avez vu que, vous allez voir encore pire, la manière dont les gens s'habillent dans d'autres pays aussi. Et on a de moins en moins, il y a le temps que ça représente, le non-accessibilité à la ressource, comme je viens de vous le dire, le temps que représente ce filage, ce tissage, et le manque de reconnaissance. Les jeunes, cette dame-là, c'est la génération qui représente exactement la dernière génération de ce type de vêtements, parce que les jeunes, ils trouvent ça ringard, et il y a tout un travail de formation à faire pour qu'ils respectent et qu'ils gardent leur tradition. Alors là, on va changer de technique, on garde toujours la même plante, toujours la même couleur, et on va aller dans 3 endroits rapidement. Aux Philippines, au Sarawak, et en passant par les Célèbes, le sud des Célèbes. Et là, c'est une autre technique, et c'est très émouvant aussi. Ça fait intégralement partie de la culture des gens. On a aussi des exemples très anciens, enfin relativement, qui font le lien avec ce qu'on voit encore maintenant. Donc on part d'abord aux Philippines avec la tribu des oui, c'est ça, voilà. Et donc là on change de fibre, c'est la fibre de bananier, pardon. Voilà. La fibre de bananier et l'habitat donc des gens, et le morinda qu'on trouve cultivé aux abords des maisons. Donc là, il y a accès à la ressource, les gens ne sont pas ravagés par la guérilla, tout se passe à peu près bien. Et surtout, il y a quelques anciennes qui ont cette conscience aiguë de l'importance pour leur culture, et qui ont essayé de transmettre leur passion à leurs jeunes. Et donc, avec cette teinture des ICAT, et puis toute cette équipe là qui continue la tradition. Alors un ICAT, c'est pas une impression comme je vous ai montré, c'est on attache les portions de la chaîne pour les protéger. C'est aussi une teinture par réserve. Toutes les portions qui vont être attachées vont rester blanches. Et on peut en détacher. Alors là, dans ce cas précis, on attache tout, ce qu'on veut garder comme motif. Et après, on va plonger dans une teinture noire extraite d'un arbre à tanin que vous voyez ici, qui est cultivé aussi aux abords du village. Et la chaîne va ressortir noire, mais il y a toutes les parties protégées. Alors après, on va enlever les parties qu'on veut en rouge, et seulement les parties qu'on veut garder blanches ne seront dégagées de leur ligature que tout à fait à la fin. Donc vous voyez, c'est un travail raffiné, de longue haleine, mais et les motifs, ils sont rêvés.
En fait, c'est pendant leur sommeil, les créatrices, les artistes rêvent, elles sont inspirées et le lendemain, elles enseignent, elles le transmettent, mais aussi les jeunes le gardent. Voilà, alors là, on a la teinture au morinda, qui est cette fois la racine fraîche. J'ai des films, peut-être cet après-midi, on aura le temps d'en passer, où c'est très beau parce qu'on les entend parler, on voit tout se passer. Là, vous voyez juste la fin, donc on va enlever, vous voyez, on a enlevé une partie, donc ça, tout le reste, il y a tout le noir. Vous voyez que là où on avait enlevé une partie des ligatures, c'est teint en rouge vif, et après on va enlever les ligatures qui restent, et ça va devenir rouge, blanc et noir. Il y a la même chose à Bornéo, enfin au Sarawak, à l'intérieur, chez les Iban, dont on a déjà entendu parler hier, et dont je porte une des œuvres. Alors c'est elle, Banji, qui a relancé, enfin qui maintient à bout de bras. Voilà, c'est le type de maison, c'est des longues maisons, tout le monde habite ensemble, mais a en fait sa propre alvéole en quelque sorte. Et Ranji, c'est la plus grande rêveuse du village. Et ils produisent traditionnellement des grands tissus, des grandes tentures en coton, avec ce système de plutôt rouge, bleu et blanc, mais toujours tricolore comme les autres, comme les Philippins. Et un designer, un ami qui voulait perpétuer cette tradition, aider et diversifier les applications, a inventé de leur proposer de faire la même chose sur soi. C'est ça que je porte, c'est la même étole. Après, en cou, on fait ce qu'on veut. Mais c'est plus souple parce que le tissu original est très très raide et c'est pour porter, mais lors de cérémonies spéciales ou pour décorer en tenture. Ils sont très très chargés de sens. Chaque tenture correspond à un rêve et à une symbolique. La technique, c'est la même en fait que celle que vous avez vue en Inde. Il y a ce pétrissage avec de l'huile, des alcalis, donc une émulsification, des plantes à aluminium aussi, et puis la présence de la cendre qui là de nouveau est une cendre à la fois basique, mais aussi avec une plante à sel d'aluminium, accumulatrice d'aluminium. Et cette cérémonie qui est l'équivalent pour les femmes de la chasse des têtes pour les hommes. C'est elles appellent ça d'ailleurs, c'est leur sentier de la guerre. Donc ça commence un jour, et puis toute la nuit, elles marchent, elles se relayaient pour pétrir, pour mettre vraiment le mordant dans la fibre. Et le lendemain, tout le monde va à la rivière, elles se purifient, elles rincent, et les chevaux en même temps est prêt à être teint avec le morinda que vous voyez ici. Et après, on va défaire les ligatures et commencer à tisser. Je me rapproche, là on est arrivé dans le Pacifique avec ces exemples anciens d'utilisation du morinda en application, en impression textile sur fond de tapa teint au curcuma. Et ça a été déjà observé. Alors là, c'est des peintures qui ont été faites donc, au début du 19e siècle, mais il faut savoir que ce tapa, il est conservé au musée de La Rochelle, au musée d'histoire naturelle de La Rochelle, exactement celui-là. Donc c'est une impression de glu de coraux dans lequel on dissout donc la teinture de morinda, et ça permet de l'imprimer durablement sur des tapas. Et enfin, une collaboration que nous avons en train depuis 2005-2006 avec Pierre Cabalion et ses collègues de l'IRD de Nouméa, et puis tout un tas de gens. Je vous ai dit que c'était très interdisciplinaire. Alors voilà, on est toute une équipe. Et on s'est attaché à faire le lien avec la tradition kanak encore vivante grâce à une interlocutrice qui est à la fois précieuse comme détentrice de savoir sur les plantes médicinales, Georgette Nonquet, et qui en même temps, par chance, encore très très détentrice de savoir du point de vue tinctoriaux. La civilisation Kavalnak ne partage pas aisément ces savoirs avec n'importe qui, et là on a une amitié et des échanges tout à fait exceptionnels, et je crois que vraiment Georgette est beaucoup dans cette relation privilégiée.
C'est encore utilisé pour les fêtes traditionnelles au centre Djibaou, à Nouméa, les danseurs pour des cérémonies qui ne sont pas du tout du folklore, mais qui sont religieuses, qui sont au cœur de leur civilisation et de leur tradition, demandent donc cette utilisation du morinda à la fois pour ce rouge et pour le jaune. On obtient les deux teintes. Alors là, c'est à Petit Borandi, là, le paysage qu'on a vu tout au début, avec la nièce de Georgette, Marie-Paul, Chinkokre, et puis ça, encore la génération d'après, la petite fille, qui travaille avec de la racine fraîche, râpée, on voit tout. C'est un procédé original, il n'y a pas de chauffe, il n'y a pas de on ne fait rien bouillir. Le jus, c'est très très concentré. Le jus est pressé par les mains avec un tout petit peu d'eau de mer qui apporte le chlorure de sodium. Et vous voyez ici comment on obtient ces deux teintes en ajoutant de la cendre des coraux calcinés et réduits en poudre qui vont apporter l'alcalinité. Et là, on a donc ce passage que vous voyez du jaune au rouge, avec la possibilité donc d'avoir les deux couleurs avec la même plante. Un petit clin d'œil sur notre amitié. Et puis, ça a apporté beaucoup à la connaissance de la culture kanak. Les analyses que nous avons réussi à faire avec la confiance que nous ont faite plusieurs musées ont montré que ce n'était pas du tout la liane que je pensais, qui teint en rouge, là qu'on a vu un peu plus haut, mais que c'était toutes ces teintes rouges, violettes, sur des poils de roussette, qui sont des espèces de chauves-souris frugivores très particulières à la Nouvelle-Calédonie. Toutes ces teintes, elles sont obtenues, comme je vous ai montré, par le morinda. Alors ça débouche. Oui, j'ai 2 minutes pour donner les débouchés. Les débouchés, c'est sur une thèse qui vient d'être soutenue, dont j'étais codirectrice avec un ami chimiste de Nouméa, qui est confidentielle parce qu'elle portait à la fois sur l'aspect patrimonial et sur l'exploration de la flore de Nouvelle-Calédonie qui est endémique et donc qui est encore en cours d'études et d'exploration du point de vue des colorants. Et c'était une hypothèse, et les résultats sont tellement concluants qu'ils vont donner lieu à la création d'une start-up, donc une petite unité de production d'extraits colorants qui seront très utilisables du point de vue directement sous forme soluble. Par Marine Toussiro qui a obtenu, elle est dans un centre d'incubation et ça c'est en train d'avoir cours. Alors brièvement, sur les perspectives mondiales de renouveau des colorants naturels, il y a évidemment les secteurs les plus prometteurs, c'est l'utilisation des déchets verts, donc une revalorisation des déchets, compactage des déchets et valorisation. On gagne sur les deux tableaux. Les exemples sont multiples. On a vu cet abattage catastrophique des forêts tropicales. Quand on a vu les pistes qui sont ouvertes. Sur cette piste, il y avait plein d'arbustes, d'arbres. Tout ça a été écarté, gâché, alors que tout ça, c'est riche en tanins, en colorants, très souvent. Et puis la grume, ça veut dire qu'on lui a enlevé ses racines, ses feuilles, ses arbres, ses bourgeons, tout ça. Et tout ça est souvent très riche également en colorants qui pourraient être exploités même in situ pour offrir des débouchés de petites industries écologiques sur place. Et récemment, il y a des gouvernements qui sont plus sensibles que d'autres. Aux Philippines, il y a un département d'État qui s'intéresse justement à découvrir des nouveaux colorants naturels, comme va le faire Marine en Nouvelle-Calédonie, avec une découverte majeure, c'est que l'enveloppe de la noix de coco est source d'un colorant à peu près de cette couleur-là, extrêmement solide, et qui est maintenant commercialisé. Et donc ça, c'est aussi un déchet, et c'est quelque chose qui n'était pas du tout utilisé. C'est à ajouter aux utilisations des palmes dont on a entendu parler hier. Les possibilités sont nombreuses et s'inscrivent justement dans cette démarche de développement soutenable avec l'énergie solaire, avec la création d'extraits colorants qui seront beaucoup plus faciles à utiliser, qui ne demanderont pas autant d'efforts, qui seront donc plus économiques. Et la création, il faut savoir que la France est pionnière
au niveau mondial dans cette recherche avec des amis et collègues de Rochefort-sur-Mer qui maîtrisent toute la filière, depuis la production jusqu'aux collaborations avec des industriels dans différents domaines, textiles, cosmétiques, la teinture capillaire. En fait, il doit y avoir pas mal de gens dans la pièce qui se teignent les cheveux. C'est quand même un débouché massif qui pourrait être intéressant. Les applications en peinture, y compris la peinture industrielle, et puis des valorisations qui sont liées à notre patrimoine, à nous aussi, européens, avec cet exemple magistral du bleu de Lectoure. Denise Lambert, qui a mis toute son énergie là-dedans, a lancé un appel au secours financier récemment, parce qu'elle est sur le point d'être obligée de fermer son entreprise, alors que c'est un modèle. Il y a un film qui vient de sortir. Dans certains pays, les élites ou les gouvernants se mouillent un petit peu pour aider à ce renouveau, comme la nouvelle reine de Hollande. Et puis, il y a des pays où ça se développe, comme en Inde, avec ces gammes de jeans et de t-shirts, pour inscrire les colorants naturels dans la vie et dans la manière de s'habiller des gens de tous les jours. Voilà, j'arrête là. On est quelques-uns quand même, on est quelques centaines au monde à se réunir et à essayer de pousser dans le même sens. Et c'est un peu encourageant. Voilà, ça c'est ma conclusion. Quelque chose de très joli aussi, c'est ce rêve que je vous ai apporté. Je suis très émue alors. C'est Ebenezer, 12 ans. C'est son rêve. Je pense que le mien, c'est que ça dure, que ça ne soit pas mort. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je vais faire l'animateur. Non. Alors, le plus dur, c'est toujours la première question. Oui, voilà, une question. Je peux passer derrière. Merci. C'est juste pour savoir si en France, il y a aussi des utilisations traditionnelles de plantes tinctoriales qui persistent. Oui. Traditionnel. Notre tradition, c'est l'industrie, c'est la marche vers l'industrie. Elles ont duré très longtemps. Mais par exemple, dans un pays européen comme l'Irlande, les gens, quand j'ai commencé à travailler, teignaient encore leur tweed. Nous, c'est vraiment notre... Enfin, en tant qu'historienne médiéviste, je peux vous dire que déjà au Moyen-Âge, on avait une grande industrie textile. Donc, dans des coins isolés, oui, mais sinon, il y avait cette délégation. Il y avait déjà des teinturiers professionnels au Moyen-Âge. Il y avait des grands maîtres. Ils étaient très reconnus, d'ailleurs. Alors, dans les campagnes, les gens bricolaient, oui, mais on a quand même cette tradition d'acheter nos textiles. Par exemple, dans les inventaires des trousseaux des femmes, même à la campagne. Je parle du Languedoc, que je connais bien, parce que là-dessus j'ai fait ma thèse. Le trousseau d'une jeune femme d'un village un peu grand, si c'est un paysan assez aisé, eh bien, il y a déjà un morceau de drap écarlate. Elle va se faire une jupe ou même un manteau en drap écarlate. Alors le drap, c'est un produit industriel parce que c'est filé par des fileuses à la main encore. C'est tissé sur un métier à bras, mais on peut déjà dire que c'est une machine avec deux tisserands. Et puis alors surtout le procédé les apprêts, la teinture, la finition du drap, le tondage. C'est des choses très spécialisées. Donc, voilà, nous, c'est notre héritage, c'est notre fardeau, c'est notre avantage, c'est l'industrialisation, la standardisation, la professionnalisation. Donc, pas en France que je sache. Alors, je vais juste rajouter, avant de passer
le micro à Frédéric pour parler rien que de la région toulousaine. Il y a une petite start-up qui s'appelle Couleur de Pastel, qui est basée à la Beige, qui renoue avec la grande tradition pastelière qui a fait la richesse de Toulouse. Et donc c'est une petite société avec une vingtaine de personnes qui est... Oui, ils doivent travailler avec Bleu de Lectoure, non? Ou c'est indépendant? Enfin, on en reparlera. Oui, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'ai une question sur les vitraux. Quand on voit des très vieux vitraux, est-ce que ça faisait appel à des colorants de cette origine-là? Non, ça ne se mélange pas avec du verre. Non, c'est des pigments minéraux, comme pour la poterie. Il n'y a qu'avec la peinture qu'on a quelques points communs, mais très peu en fait. Voilà. Oui, oui. J'avais une question sur, d'abord un petit truc que j'ai pas eu le temps de dire hier, mais qui fait le lien avec ce que vous dites, sur le cacao. En fait, ce qui donne le parfum du cacao, c'est pas une seule molécule, mais en fait c'est un complexe, c'est un ensemble de molécules, plusieurs dizaines, qui associées entre elles donnent ce parfum très particulier du cacao. Et alors que la vanille, par exemple, c'est la vanilline. Une seule molécule, on a réussi artificiellement à la faire, donc chute considérable de la production de vanille naturelle. Donc une des chances du cacao, c'est que c'est extrêmement complexe et a priori la chimie n'a pas réussi pour l'instant à recréer ce parfum particulier. Et donc je voulais savoir dans le cas des teintures, est-ce que ce que fait la chimie aujourd'hui par rapport à ce que vous observez, c'est exactement la même molécule ou est-ce qu'il y a quelque part un intérêt qui permettrait de dire non, traditionnellement il y a quelque chose de plus et donc ça vaudrait le coup d'y retourner. Oui, j'ai pas eu le temps de faire toute l'histoire de l'évolution, mais c'est comme ça que ça s'est fait, qu'on a inventé les colorants synthétiques. On a commencé par isoler la molécule principale. Pour le cas de la Garance, c'était la lysarine. Alors on a fait la lysarine synthétique. L'indigo, on a pris l'indigotine, on a fait de l'indigotine synthétique. C'est ce qu'on utilise maintenant pour les jeans. Mais on reproduit pas la plante. En fait, la Garance, elle a, je crois, maintenant 27 colorants différents. Alors, c'est à la fois un avantage parce qu'il y a une richesse coloristique. Si on a vraiment l'œil pour les couleurs, une teinture naturelle, c'est impossible. Enfin, c'est pas théoriquement impossible, mais c'est pratiquement impossible à reproduire chimiquement parce qu'on ne va pas s'amuser à synthétiser 20, 27 colorants, que la plante fait beaucoup mieux que la chimie de synthèse. Et ensuite, on ne va pas s'amuser à peser des petites quantités. L'inconvénient, c'est qu'on est en train d'essayer de rebâtir une filière industrielle avec des mentalités, même quand il y a un industriel, par exemple, du textile, qui veut absolument créer une nouvelle collection en teinture naturelle. J'ai vu ça plusieurs fois. Moi, je ne fais rien, mais j'accompagne. Enfin, je conseille, disons. Quelquefois, je fais aussi. Mais on se retrouve face à un teinturier qui a fait toute sa formation avec des colorants synthétiques. Et donc, pour lui, bon, s'il met 50, machin grammes de telle molécule, il va avoir ce rouge-là. Et donc, il faut réapprendre, comme faisaient au XIXe siècle, on fait des milliers de kilomètres de cotonnade imprimée avec absolument que des colorants naturels. Et ils savaient ce qu'ils faisaient. En fait, ça peut se faire, mais ça se réapprend. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a quelques filières de formation professionnelle en route, en France aussi. On est vraiment en avance avec un petit groupe. Et donc, à Aubusson, à la Cité de la Tapisserie, au mois de juin prochain, on démarre une formation professionnelle pour des teinturiers qui peuvent être pour la tapisserie ou pour n'importe quelle branche industrielle, avec une formation très complète qui donnera lieu à un diplôme et qui permettra aux gens d'avoir vraiment de se faire embaucher comme teinturier en teinture naturelle. Un domaine très intéressant aussi qui a été conquis par les teintures naturelles, c'est les milieux des costumes de scène de théâtre. L'Opéra Comique à Paris, le Festival d'Aix-en-Provence. Maintenant, les costumières sont complètement, ne travaillent qu'en teinture naturelle. Alors là, pour des raisons sanitaires.
parce qu'ils sont souvent très très mal installés dans des petits ateliers. Ils balancent leurs effluents dans l'évier et bon, ça commence à coincer. Ça leur plaît pas trop, puis ils attrapent surtout pas mal d'allergies, ils respirent tous ces trucs-là. Enfin, il faut avoir été en Inde dans les secteurs de grande industrie et voir les rivières couler rouges et savoir à quel point la mortalité est importante chez les travailleurs du textile pour comprendre qu'il y a quand même un petit problème. Est-ce que suivant... Ah, pardon. Bon, rapidement, concernant le rouge de cochenille, oui, dans l'alimentation, j'ai entendu dire que ce n'était pas si anodin que ça. Ce qui n'est pas anodin, c'est les risques de contamination bactérienne. Sinon, le rouge lui-même est parfaitement non seulement sain, mais enfin, bon, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'applications médicinales prouvées, mais en tout cas, ça ne présente absolument aucun risque. La manière d'attaquer ce retour aux substances naturelles, dans le cas de la cochenille, ça a été justement sur les risques de contamination. Puis aussi sur le fait que c'est animal. Alors il y a tout le milieu végétarien, etc., qui n'est pas très content de l'idée. Sinon, non, il n'y a aucun souci toxicologique. De prendre la question de micro. Voilà, et puis après on ira. Ah ben oui, mais... Oui. Merci. C'était passionnant, merci. Suivant les sols, le morinda donne une teinture différente. Merci pour la question. Je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais une partie de ce qui reste à faire, bon, c'est aussi un peu confidentiel, mais c'est une question scientifique qui reste. Je vous ai parlé des études récentes de la phylogénie de cette plante. Moi, je pense qu'il faut doubler ça avec une étude chimique. Parce que d'abord, je trouve que l'échantillonnage qui a été utilisé n'est pas forcément concluant. Ils ont fait ça avec trop peu d'échantillons, je trouve. Et bon, mais on est en relation avec Sylvain Razin. Mais ce qui serait très intéressant, c'est de voir au niveau de la dissémination, il y a une telle dispersion géographique. Alors il faut voir s'il y en a des grosses différences dues à la géographie, au sol, à plein de choses. Et ça n'a pas encore été fait. Déjà au niveau de la Nouvelle-Calédonie, on s'est aperçu qu'il y a plusieurs différences mineures justement dans les proportions. Alors là, c'est vrai que c'est des analyses chimiques très très fines qui vont nous donner des réponses. Il peut y avoir des différences assez importantes suivant les différents territoires. Et surtout si on voit que déjà en Nouvelle-Calédonie, mais alors en Nouvelle-Calédonie, c'était le terrain qui entrait en jeu. On a fait sur différents types de sols et effectivement la composition diffère légèrement. On va toujours trouver le morindone en dose importante. Et c'est pour ça que les progrès récents dans les analyses, dans les méthodes d'analyse chimique profitent beaucoup à ce type de recherche. Parce que là, on est vraiment on pinaille. On peut remercier très chaudement Dominique pour sa brillante intervention. Et puis d'un point de vue logistique,